Alors attends, parce que je viens de calculer un truc. Si, c'est bon. C'est bon. Je pensais que j'étais pas sur mon micro. C'est parti. La qualité d'image est mauvaise parce que c'est le flux, mais l'enregistrement, Ok, il est bien en 720p. super. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Salut Nazim. Bonjour Arnaud. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Parce que moi, je suis bien reposé Yes. là. Et j'avoue que j'ai plein de questions. Comme à l'habitude du podcast, ce que je te propose, et on va commencer dans le vif du sujet direct, tu nous pitches ta boîte en 10 secondes pour qu'on se situe dans quel marché tu évolues, qu'est-ce que tu fais. Et après, on n'en parle plus du tout, on parlera que d'argent. Avec plaisir Arnaud. Je suis Nazim Chiban, j'ai 33 ans, je suis le cofondateur de Clara. Clara, c'est un éditeur de logiciels RH et notre job, c'est de suivre la montée en compétences des collaborateurs, essentiellement pour des grands groupes en France et à l'international. Je vois que le pitch est rodé. Ouais, faut se Alors pour un... répéter. Hein, À force de le répéter, à force de le pitcher à tous les invests que tu as rencontrés, absolument. tu dois le connaître par cœur. Donc du coup, pur SaaS, Oui, abonnement annuel, j'imagine que tu travailles avec des gros groupes. oui, absolument. Annuel, voire pluriannuel, et avec un modèle économique assez proche de ce que tu peux voir sur de la ShareTech de manière un peu générale, c'est-à-dire au nombre de collaborateurs qu'on va avoir vocation à accompagner. Ok, donc toi, t'accompagnes, tu me dis logiciel RH, t'accompagnes pas sur les recrutements, t'accompagnes sur les personnes qui Non, sont déjà dans la boîte. absolument, absolument. Ok, et donc toi, et donc votre métrique, c'est que la personne soit épanouie, reste le plus longtemps et que tout se passe bien, quoi. Ouais, c'est ça, soit développé, que les objectifs qu'on peut se donner en tant qu'organisation, quand on doit faire évoluer un collaborateur, ils soient atteints. Des objectifs qui sont pas forcément que financiers, même si évidemment des logiques de ROI rentrent là-dedans. Mais par exemple, est-ce que Arnaud, il a bien atteint le niveau de compétence qu'il était censé atteindre au moment où il était censé l'atteindre? Ok, d'accord. Donc après, j'imagine qu'une fois que tu es engagé, toi, le plus dur, c'est d'ouvrir un client et c'est là que tu fais grossir ton panier parce qu'une fois que le client est ouvert, genre, moi j'habite à Toulouse, tu vas t'ouvrir un Airbus, tu vas avoir Ouais. 1000 personnes au début, mais l'objectif, c'est les 50 000 derrière, quoi. Ouais, je vois que tu es habitué sur les modèles SaaS B2B, un peu enterprise, mais Je les effectivement, connais. sur du grand groupe, voilà, tu le sais, le plus dur, c'est sans doute d'y rentrer. Quand tu y es, la chance, c'est que c'est plus dur de pouvoir t'y déloger et que tu as un vrai modèle, comme disaient les anglo-saxons, de land and expand, donc qui te permet globalement de faire grossir en fait ta base d'utilisateurs chez le compte et mécaniquement ce que tu es capable de facturer à ce même compte. Ok. À chaque fois, c'est le piège parce que on commence à parler de ta boîte et comme c'est un truc sujet qui me passionne, j'ai envie de te poser plein de questions, mais c'est pas l'objectif du podcast. Ok. Parce qu'il faudrait que je fasse un autre podcast pour parler de trucs comme ça. Exactement. T'as levé tout récemment, tu me disais Ouais, 4,5 millions d'euros. absolument. À quel valo vous avez levé ça? Alors, on communique pas sur la valo, stricto sensus. Ce que je peux dire, c'est que on est très content, de la valo et de la confiance des investisseurs. Je vais faire le calcul dans ma tête Heu, après. c'est ça et que, dans les temps dans lesquels on est aujourd'hui, hein, quand on enregistre ce podcast, on est toute fin octobre 2023. Tu le vois bien, le premier semestre a été assez pourri. Nous, on a choisi de le faire à ce moment-là, donc on a du pif. On a monté la boîte au moment du covid, donc quand tu voudras lancer ta prochaine aventure, tu me demandes. Je te dirai qu'il faut pas le faire, mais globalement qu'on est très content de ce qu'on a pu avoir, qu'il y a une vraie logique de progressivité par rapport au tour précédent dont on va parler aussi. OK. 4,5 millions, c'est du coup pur, equity ou il y a aussi tu Ouais, comptes aussi les dettes bancaires, où elles vont arriver après? elles vont arriver après, absolument. OK, donc Elles vont arriver par la 4,5 millions en suite. pur equity. Ouais, ouais, Tu es allé absolument. chercher, combien de fonds d'investissement pour, trouver 4,5 millions? Alors, on avait eu la chance d'avoir déjà vu la confiance d'investisseurs sur des tours précédents, donc c'était pas notre première opération en capital. Et en l'occurrence, on a pu compter d'abord sur le soutien des historiques. Ça, OK. c'est un premier point et je veux les remercier. Je parle là de Side Capital, qui est le premier fonds qui avait cru en nous, mais aussi de Business Angels, assez cool, des gens que tu connais forcément, Romain Libaud, par exemple, Exoswile qui vient de lancer Pivot, Karim Jouni d'Expensia, Arnaud Ziliox, le fondateur de Noventia, etc. Et puis un fonds, comme on dit, lead investor, donc a pris du coup le lead de l'opération qui est Anka Ventures, donc a mis la partie majoritaire du montant qui a été investi, au-delà du coup du support qu'on a pu avoir des historiques. OK. Tu ma plus grosse levée de fonds, jusqu'à présent. Cool. Donc, Mhm. on va pouvoir, parler un peu des détails, des mécaniques. Déjà, on voit que Ouais, c'est très intéressant. Tu nous as bien dit que c'est pas ta première. non, Donc il y en a eu plusieurs derrière. J'imagine que tu as une stratégie, une logique de levée de fonds, ouais, et que du coup tes investisseurs d'avant ont remis.
Ça, c'est vrai qu'on Ouais, oublie de le dire parce que on a beaucoup parlé, tu vois, dans des épisodes précédents avec des mecs qui venaient d'avoir leurs investisseurs. Mais en fait, dans la tête des investisseurs, ils savent que souvent, quand ils investissent dans ta boîte, eh ben, dans 1 an ou 2, ils vont devoir remettre. Et la question, c'est est-ce absolument. qu'ils vont être assez amoureux de toi pour remettre ou pas? Donc là, en Absolument. l'occurrence, ça va m'intéresser, moi, qu'on commence déjà par parler de qui, ça a été qui le premier que toi, tu es sur cette levée-là de 4,5 millions. Ouais, ouais. Tu as commencé par qui? Est-ce que tu as commencé par les historiques ou est-ce que tu as commencé par les nouveaux? Alors, on a commencé par les histos et je vois pas comment c'est possible autrement. Ouais, en le Dieu disant, sait ouais. que ouais, tu vois, j'ai pas beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat, enfin, tu es entrepreneur aussi Arnaud, tu vois bien de quoi je parle. Ça fait 4 ans que je fais ça, j'ai pas acquis beaucoup de certitudes et j'ai l'impression que, être sûr de soi dans ce qu'on fait, c'est le meilleur moyen de se tromper. Pour autant, je vois pas comment des gens peuvent te faire confiance si les gens qui sont déjà là ne sont pas capables de renouveler cette confiance. Tu Ouais, vois? je le disais plus en, ouais, non, mais c'est en fait, je le disais plus dans le sens où, tes investisseurs historiques, ils auraient pu te dire, «OK, ben dès que tu en as un, on suit». Mais en fait, Ouais. non, ils savent très bien qu'il faut initier la pompe, quoi. Exactement, pareil, comme on dit souvent, alors il y aura plein de d'apartés et tu me dis s'il faut que je précise à chaque fois, mais il faut que tes investisseurs aient pu commit, le tour. C'est-à-dire que globalement, qu'ils aient pu te faire confiance et qu'au moment où tu pars sur le roadshow, tu puisses dire aux investisseurs qui rentrent, dans le tour que les historiques, ils sont là avec eux et qui vont participer à ce tour-là. Souvent, ils le font pro rata, tu vois, sur lequel ils peuvent participer, donc qui va représenter, dans la majorité des cas, je pense 15 à 25 des tours. Le but du jeu, c'est donc d'identifier le restant. Donc globalement, c'est aussi l'idée pour toi de te dire, bah, si je vais chercher 4 millions d'euros, j'ai peut-être 1 million d'euros qui est déjà loqué, tu vois. Et surtout que c'est intéressant parce que, en fait, ta levée de fonds, elle commence, avant même qu'elle ait commencé. Parce que tu dois Exactement. d'abord aller voir ton board existant, leur expliquer ton plan. Donc déjà, eux, ils vont te mettre des bâches parce que la première fois que tu vas venir les voir, ça sera pas prêt. Enfin, ça sera pas, Mmh. ça sera pas optimum et ils seront pas prêts eux. Et c'est que une fois que tu les as convaincus eux que tu peux repartir. On avait eu une invitée précédente, notre première et seule femme pour l'instant. J'espère Ouais. qu'il y en aura beaucoup d'autres, qui nous disait que d'abord elle avait convaincu son board. Elle avait Ouais. fait une petite levée parce que la boîte avait pas mal d'années, beaucoup plus vieille que la tienne. Mais c'est vrai que du coup, en fait, t'avais pas le choix. Alors comment tu t'y es pris du coup pour tous nos invités là? Bah du coup pour tous les invités que j'ai eu du podcast précédent et ceux qui nous écoutent, qui ont, tu vois, ils ont fait leur seed, leur série, leur précis, tu vois. Et là du coup maintenant ils ont des investisseurs, ils ont un board ou pas forcément. Comment on s'y prend? Alors, déjà, comme chacun des sujets que je peux partager, ce que je vais raconter, c'est notre histoire, tu vois? Te dire que c'est un exemple à suivre, c'est à chacun de le choisir. Nous, dans notre cas, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est venu des investisseurs historiques. J'imagine que c'est la manière la plus confortable de pouvoir aborder ce sujet-là, mais Ah oui. globalement, on avait des chiffres qui permettaient de dire aux gens: «Bah, qu'est-ce que vous allez faire, quoi?» Ça se passe globalement suffisamment bien pour qu'ils aient envie de réinvestir, pour nous dire qu'ils sont là pour nous et que si on en a besoin, ils peuvent y répondre. Et donc, c'est eux, en fait, à l'occasion d'un board, donc on faisait ça de manière, à l'époque mensuelle, maintenant trimestrielle. On avait un suivi qui était assez rapproché à l'époque avec Saïd. Bah, c'est Saïd, à un moment donné, qui nous dit, bah, hein, on voit les chiffres sur le premier semestre 2022, en l'occurrence, donc on est en juillet dernier, juillet 2022. Il dit, bah, c'est quoi la suite, quoi, les gars? Comment vous imaginez développer la boîte? Est-ce que vous considérez que, bah, vous avez les fonds suffisants pour l'amener là où vous avez envie de l'amener? Ou est-ce que vous considérez qu'il y a un momentum, il y a quelque chose qui justifie que vous sollicitiez une nouvelle opération de capital? Et dans cette hypothèse-là, nous, on sera là. Ok. Et donc du coup, c'est, tu dis j'ai de la chance parce que ça vient Ouais, d'eux, mais tu as créé les ouais, conditions de cette chance. bien sûr, bien C'est-à-dire sûr. que tu fais un board tous les mois, j'ai l'impression que c'est eux qui te l'ont imposé plus que toi Ouais, au début. absolument, Mais finalement, ça a absolument. été une chance qui t'impose ça. Parce que du Ouais. coup, ils mûrissent avec toi dans la compréhension du marché, dans la compréhension de votre logiciel, de vos clients. Et en fait, ils sont encore plus hypés que toi à ce que ça marche. Absolument. Dans l'hypothèse où ça fonctionne. Évidemment, tu Bien tu me sûr. partageais juste avant le podcast que tu avais eu des aventures entrepreneuriales auparavant, heureuses, moins heureuses et cetera. Moi aussi. En l'occurrence, dans le cas où ça fonctionne bien, on a la chance encore une fois que pour le moment ça fonctionne bien, ou alors qu'on fait les choses qui font que ça fonctionne bien, bah, ça vient d'eux globalement effectivement et que, tout le travail qu'on a pu faire du moment où ils ont décidé d'investir, jusqu'au moment où ils nous ont posé cette question, en juillet 2022, donc on est entre octobre 2021 et juillet 2022, de mettre tu vois, la boîte en position 2.
Évidemment que si on n'avait pas eu, les KPI qui nous auraient permis de faire ce tour-là, je pense qu'ils auraient jamais posé cette question-là, tu vois? Ils Ou auraient pas à ce attendu que tu les moment-là, en aies. tout cas. Exactement, Mais, exactement. est-ce que tu penses que eux aussi, par leur comportement en board, ils influent, hem, la tournure de ta boîte pour qu'elle parce que l'objectif de Side Capital, c'est pas que tu fasses des bénéfices, c'est pas là qu'ils vont gagner de l'argent. Non, L'objectif non, Side Capital, c'est que tu relèves, c'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent. Même sur ce absolument. tour-là, ils en ont toujours pas gagné Ouais, parce qu'ils reprennent des parts, donc ils en redépensent. absolument. Ils en gagneront peut-être sur le prochain, voire encore le prochain d'après. Absolument. Alors, c'est effectivement, que tu relèves ou à minima que tu aies une, croissance de ton activité qui peut justifier dans le gap de valorisation de la société entre le moment où ils investissent et le moment où tu aurais, un nouvel événement capitalistique, hein, levée de fonds. Alors, il y en a 3, il y en a pas 30 000, hein. Une levée de fonds, une opération de M&A, donc une acquisition ou une fusion avec une autre société Ou une ou vente. l'IPO, ce qui est quand même beaucoup moins en vigueur Un peu en plus rare, Europe ouais. qu'en France. Ouais, exactement. Hem, En l'occurrence, ils te mettent en condition effectivement en posant du coup les questions qui te permettent toi-même de t'interroger sur ce qui ferait que tu serais capable de le faire. Donc nous, dans notre cas, c'est comme ça que ça a été fait. On a un tempérament et je pense que, c'est le cas d'un certain nombre d'entrepreneurs, qui est que, bah, tu nous dis ce qu'il faut qu'on fasse et au début, on va te dire que c'est trop compliqué et ensuite on va réfléchir à comment le faire pour craquer ce truc-là. Si je pense que si tu es pas dans ce biais mental-là, c'est dur de faire ce qu'on fait. Donc globalement, tu pars du postulat que c'est très compliqué et qu'après tu te dis: «Bah, je vais me démerder pour que ça fonctionne et que ça se fasse». Et donc si tu veux, effectivement, dans l'accompagnement qu'on a pu avoir avec eux, sur tous ces points mensuels qu'on évoquait là, systématiquement les questions revenaient de, bah, comment on va réussir à amener la boîte à ce niveau-là. Et en fait, tu te les poses pas juste au point mensuel que tu as avec eux, tu repars avec ça, ça te ronge la nuit avec ce truc-là. Le lendemain matin, tu arrives au bureau et tu discutes avec ton cofondateur, en l'occurrence moi, Romain, de comment tu vas craquer ce truc-là. Et finalement, tu te rends compte que tu vas réussir à le faire. Donc il y a beaucoup aussi, je pense, d'autodétermination, d'auto-challenging, tu vois, d'auto-stimulation, dans le fait de réussir à reacher, les conditions qui vont te permettre de faire le truc. Tu le savais qu'ils allaient te guider, comme ça? Tu t'étais renseigné avant? Tu les as choisis pour ça ou c'est un heureux événement? Honnêtement. Non, tu le sais, ouais, je pense que tu le sais. En fait, ce que je crois, ce que j'ai pas précisé aussi en préambule, c'est que j'ai la chance d'avoir bossé beaucoup, dans le milieu de l'investissement au sens, OK. large du terme. J'ai bossé pour BPI France, avant ça, c'est là où j'ai connu mon associé Romain Été. J'ai aussi bossé, au tout début de ma carrière pour un énorme fonds d'investissement qui s'appelle Mubadala, qui est, le fonds du prince héritier d'Abu Dhabi. OK. Énorme. Et ouais, c'est génial, c'est incroyable. Et donc, c'est un écosystème, dont on avait la chance avec Romain de faire partie. Ce qui veut pas dire que on n'a pas eu plein de galères, mais tu pars avec des postulats en ayant peut-être un peu plus conscience des chemins que tu choisis. Et je pense que globalement, tu reçois toute la journée ou toutes les semaines des gens qui lèvent de l'argent. Je pense que quand tu le fais, il faut le faire en pleine conscience, comme tout ce que tu peux faire. On est des adultes, hein, personne qui nous oblige à faire ce qu'on fait. On a choisi de lever de l'argent, tu vois, on a choisi d'entreprendre aussi. Exactement. Toi, avant, tu vois, moi, nous, on a fait un super job, on pouvait rester dans ce super job, ça se passait très bien. On l'a pas fait par rejet, tu vois, du travail dans lequel on était ou parce qu'on voulait être notre propre patron ou d'autres histoires qui sont aussi valeureuses que ce qu'on peut faire, hein. Mais nous, c'était un vrai choix en pleine conscience, comme je pense la majorité des gens que tu reçois. Et donc, comme on a fait ce choix-là, on a fait aussi le choix de lever de l'argent. On aurait pu ne pas faire le choix de lever de l'argent. Et à Oui, 99% des boîtes en France ne lèvent pas d'argent. puis tu peux décider d'être rentable. J'imagine que tu fais des chiffres A d'affaires, tu peux décider Absolument. de stabiliser, d'être rentable. Abs D'ailleurs, c'est une histoire qui est noble aussi. C'est juste une question d'objectif, quoi. Et moi j'admire, un nombre de boîtes monstrueuses qui ont jamais levé de l'argent, beaucoup plus qu'un nombre de boîtes, moins importantes qui ont levé beaucoup d'argent. Vraiment, il y a des histoires d'entrepreneurs, et je peux t'en raconter qui sont incroyables, où les mecs ont jamais levé un pesos, et globalement, ont réussi à amener la boîte à des niveaux où des gens qui auraient levé des centaines de millions d'euros auraient pas réussi à amener la boîte, tu vois? On est Donc d'accord. c'est effectivement un choix. Quand tu fais ce choix-là et que tu considères que tu dois le faire, bah, faut le faire aussi en pleine conscience, effectivement. Et nous, que ce soit Romain, que ce soit moi, on savait que du coup, c'était, te mettre une pression. Globalement, il y a même un côté un peu presque sadomaso dans ce truc-là, tu vois? Le nouveau tour qu'on a fait là, on l'a fait pareil en pleine conscience. Et quand Side Capital, en juillet 2022, nous dit: «Bah, voilà, il y a les KPI qui font que vous pouvez le faire. Qu'est-ce que vous voulez faire?»
Tu peux aussi lui dire non. Je te dis pas que c'est ce que lui, il privilégie. Pour autant, il n'était pas là pour nous imposer ce truc-là, vraiment, en tout cas Oui, pour je pense Side. qu'il aurait un peu fait la gueule quand même, mais bon. Exactement. Mais tu vois, tu l'as choisi aussi et tu choisis de remettre une pièce en plein. Nous, on était, en tout cas, nous, dans notre cas, on était contents d'y aller, tu vois. Donc, tu es content de te dire, bah, tu vas te remettre un truc, un nouveau coup de pression, atteindre des nouveaux objectifs, à répondre du coup à une exigence que tu cales, parce que si je t'ai pas dévoilé la valo, mais globalement, la valo, évidemment, qu'elle crante des attentes, et Non, mais que la tu peux valo, pas t'amuser à balayer là-dessus. faut pas être un génie pour trouver la valo. Enfin, mais de toute façon, on s'en fout, c'est même pas le sujet. On sait très bien que l'ordre de Exactement. grandeur, c'est entre 15 et 30%. Exactement. Les gens font leur calcul. Exactement, Arnaud. Pour moi, ça, c'est pas Exactement. intéressant. On sait que c'est ces ordres de grandeur-là. Ça sort, de toute Absolument. façon, ça sort pas de ces ordres de grandeur-là. Sinon, ça intéresse ni l'investisseur, Et ni c'est les notre cas. entrepreneurs. C'est normal. Absolument. Mais du coup, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est que, euh, c'est- en fait, c'est là que je me rends compte qu'un fonds d'investissement, genre Side Capital, quand ils mettent un ticket chez toi, mais ils ont tellement d'inconnus. Parce que là, t'imagines, regarde. Déjà, il faut que tu aies les bonnes métriques. Déjà, première inconnue, celle-là, eux, déjà, ils devaient être en mode, on a une boîte qui a les bonnes métriques. Ah, putain, trop bien, tu vois. Et ensuite, putain, t'arrives en mode, vous voulez lever ou pas? Et là, les mecs, ils te disent, bah non. Et là, t'es encore une autre inconnue. Alors, c'est jamais non, c'est peut-être pas tout de suite, tu vois, machin, parce que si jamais t'as fait des levées, c'est que t'es dans cette logique-là. Il y a aussi, tu vois, c'est ce type de boîte. Mais du coup, finalement, cette levée-là que t'as fait là, que t'as bouclé là à 4 millions et demi, en fait, tu l'as démarré à partir du moment où t'as eu Side Capital à ton board, sans Oui, t'en rendre compte. En fait, tu l'as absolument, démarré, Arnaud. tu t'es même pas rendu compte que tu l'avais démarré, quoi. En fait, on le savait. Dans notre cas, on savait qu'en mettant la main dans cet engrenage-là, Ouais. globalement, et je dis pas le mot engrenage au sens péjoratif du terme, mais euh, euh, tu vois, comme on sait aujourd'hui en pleine conscience qu'il faudra générer un événement de liquidité dans un horizon plus ou moins court pour des investisseurs. Je veux dire, des gens qui sont des fonds d'investissement, qui font ça de manière professionnelle, qui vont investir chez toi. Toi, tu le fais aussi, tu me le partageais en tant que business angels, Ouais. investisseur individuel. Bah, moi, si je suis une société dans laquelle Arnaud décide d'investir, j'ai bien conscience qu'Arnaud, il n'est pas là pour être collé à ma boîte pendant 30 ans et qu'à un moment donné, dans les 2, 5, 6, 7, 8 prochaines années, il va falloir que je lui offre un événement de liquidité. Est-ce que il y a plein de façons de le faire, on les a listées tout à l'heure, mais globalement, il faut qu'il se passe quelque chose qui permette à Arnaud de C'est le récupérer deal. sa mise ou plus. À quel moment, parce que du coup, on dit, t'as parlé d'engrenage, pas au sens péjoratif Ouais. du terme, moi je suis d'accord avec toi, j'arrête pas de dire à tout le monde, tous les, tous les jeunes entrepreneurs, vraiment, tu vois, les jeunes que je rencontre et qui me disent qu'ils veulent démarrer, tu vois, une levée. Et où des fois, j'en des mecs, tu sais, ils font du chiffre d'affaires. J'en dis, mais pourquoi? Ouais, Regarde, c'est clair. tu grossis, continue, y a pas de, c'est très bien. Et, et je dis, du coup, par contre, si tu décides d'y aller, t'as deux options. Soit t'es rentable, soit tu meurs. Enfin, soit, en gros, soit tu fais du chiffre et t'arrives à relever, soit t'en fais pas et t'arrives pas à relever. Mais du coup, à un moment donné, est-ce que toi, tu vas pas te décider aussi d'arrêter de lever pour faire grossir ta rentabilité et aller en IPO, tu vois? Oui, alors c'est une très bonne question. Moi, je fais beaucoup de choses dont je considère qu'il y a une logique dans ce que l'on fait de mimétisme. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'il ne faut pas être un génie pour définir la valo, parce que effectivement, dans notre cas, comme dans près 95% des cas, on est sur une dilution qui est de 15 à 30%, et avec un montant qui est celui-ci, on peut assez facilement trouver un ordre d'idée de ce que ça représente. Bon. Bah, de la même manière, moi j'ai l'impression qu'on peut beaucoup s'inspirer, tu vois, des gens qui ont fait ce que l'on essaie de faire aujourd'hui avant nous. Et globalement, de pas chercher forcément à lever à tout prix. Tu disais tout à l'heure que tu as des gens que tu rencontres qui te parlent très vite de lever de l'argent. Moi, effectivement, autour de moi, j'ai des gens qui, avant même de créer la boîte, te parlent de lever de l'argent. Les gens créent des sociétés pour lever de l'argent. Ils font pas des levées pour développer la boîte, ils créent la boîte pour lever de l'argent. Alors qu'ils ont même pas, ils ont jamais créé de boîte de leur vie. Exactement. Et tu leur dis, Et, attendez, ceux qui font ça, ils en ont créé 20 avant. Ouais, ouais, et il y a il y a un truc, tu vois, qui cloche dans, pour rappel, hein, ramener, j'ai écouté un ou 2 de tes épisodes ce week-end pour m'inspirer un petit peu de ce qu'ils disaient et j'ai trouvé ça très cool d'ailleurs. J'ai écouté les Merci. 2 derniers en l'occurrence et les T'es 2 pas étaient obligé de faire super. de la lèche, hein, parce qu'on est en Non, non, direct, hein, tu mais tu me l'as pas demandé et tu m'as pas demandé d'écouter les podcasts, donc je le c'est fais en vrai. pleine conscience. Hem, En l'occurrence, dans ce qui est évoqué, j'ai entendu des trucs qui étaient très cool et j'ai l'impression que tu reçois beaucoup de gens qui essayent de ramener aussi un petit peu par rapport à tout ce qu'on peut entendre
les pieds sur terre et je pense que dans la période où on est actuellement, c'est important. On voit plein de boîtes aussi, se faire très, très mal en ce moment, où on va avoir plein de boîtes qui vont aller assez vite à la casse, hein, tu baignes dans cet écosystème, donc tu vois de quoi je parle. Là, j'ai Je vu pense que c Luca, tu sais, l'assurance là? Luco, ouais, Luco, Luco pardon, ouais. absolument, Ah, et absolument. ça, les gens, ils vont pas comprendre encore. C'est aussi pour ça, tu vois, que je fais le podcast. Je rebondis sur ce que tu dis, tu vois. Parce qu'en fait, il y a une dissonance cognitive. Tu vois des Mmh, millions dans les mmh, journaux et en même temps, mmh, tu vois plein de startups qui se cassent la gueule, t'entends qu'elles sont pas rentables. Et donc, du coup, dans la tête des gens, ça crée en fait ce que tu disais. Des gens mmh, qui veulent lever à tout prix parce qu'en fait, c'est la nouvelle manière de faire de l'argent. Alors, enfin, absolument moi, c'est et je ça que et je je veux démentir. je suis complètement aligné avec toi, Arnaud, là-dessus et pareil pour les gens qui nous écoutent, on n'a pas préparé ce moment-là, donc je suis complètement d'accord avec toi. Je passe mon temps à raconter aux gens qu'il faut pas qu'ils pensent que ce qu'ils lisent dans la presse, c'est ce qu'eux, ils peuvent vivre demain. Parce que globalement, comme tu le précises à chaque fois, si tu regardes le pédigré des entrepreneurs dont on parle, c'est des gens qui ont monté 10 boîtes avant. Si déjà c'est pas ton cas, bon, beh, considère que, potentiellement tu n'as pas à t'identifier à ces personnes-là et qu'il faut ramener un petit peu aussi les gens sur Terre sur la manière dont on fait les choses. Nous, on a levé de l'argent toujours en se disant qu'on essayait de répondre à un besoin. Donc déjà, à la base, ne lève pas de l'argent si tu n'as pas besoin d'argent. Tu le dis très justement, si tu es rentable, que tu te développes bien, ne lève pas d'argent, c'est le meilleur choix que tu peux faire. Nous, on a toujours, et que ce soit le premier tour qu'on a fait à 1,2 million en octobre 2021, celui qu'on vient de faire à 4,5 là, on a toujours raisonné en termes de besoin. Est-ce qu'on a besoin ou pas de lever de l'argent? Et on a défini les montants qu'on a levés en fonction du besoin qu'on imaginait. Alors, on va se tromper, on aura besoin de plus, de moins, ça l'avenir nous le dira. Mais globalement, on a essayé, tu vois, de mettre face et de pas faire l'inverse, c'est-à-dire de dire je vais lever de l'argent et puis je verrai en quoi je vais le dépenser. J'ai jamais compris ce truc. Et du coup, vu qu'on est dans le concret, du coup qu'on est un peu aussi là, le but de podcast, c'est alors les écouteurs que j'ai, c'est des entrepreneurs qui veulent lever des fonds. Et donc en fait, ils vont Oui, t'écouter toi pour comprendre comment oui, il faut faire, etc. Machin. J'ai aussi des investisseurs qui oui, écoutent pour voir, j'ai découvert ça, et potentiellement aussi pour trouver leur prochaine startup. ouais. Si j'ai hâte qu'il y ait un mec qui m'appelle en disant j'ai trouvé mon investisseur parce qu'il a écouté ton podcast, ce serait génial. Et je vais faire un podcast que pour les investisseurs après. Et pour les gens, du coup, les autres, ceux qui sont ni entrepreneurs ni investisseurs et qui ils veulent s'informer, bienvenue. Je suis ravi que vous écoutiez le podcast. Pourquoi là, tu as levé 4 millions d'euros? C'est quoi la raison, tu vois? Et qu'est-ce que tu veux faire de cet argent? Et pourquoi est-ce que, tu vois, genre, tu allé chercher exactement ces 4 millions et demi là? Ils vont servir à quoi? Alors, pareil pour pas te faire une réponse assez bateau qui pourront tous lire, dans tous les communiqués de presse, tu vois, qui voient passer tout. Vraiment, la première raison à la base, c'est parce qu'on est convaincu avec Romain que ce qu'on va faire grâce à ça, on l'aurait pas fait sans ça. Ça, c'est la base de notre démarche. C'est si on était convaincu qu'on était capable de le faire sans ça, on n'aurait pas levé d'argent. On OK. n'aurait pas de problème à dire qu'on n'aurait pas levé d'argent. Et du Je coup, on a dans le détail, c'est quoi qui, que l'argent te permet du coup Ouais. que sans tu vois, c'est quoi concrètement en fait? C'est vrai que c'est pas palpable ça souvent. Ouais, alors, ça te permet globalement souvent d'acheter en fait, des conditions qui te permettront alors nous dans notre cas, c'est des équipes. On fait pour rappel du SaaS B2B. Donc recruter. Globalement 95 de la charge de l'entreprise, c'est du salaire. Ou ce qui va aller avec le salaire, des locaux, des ordinateurs, et cetera, et cetera. Donc c'est principalement de staffer effectivement dans le but de préparer l'entreprise à atteindre une croissance future et à pouvoir supporter cette croissance future. Donc c'était ça l'idée essentielle, de ce qu'on pouvait faire. Donc c'est des recrutements. On était 20 personnes avant la levée, on en sera 50 après. OK. Donc globalement, c'est structurer et de faire grandir avec 2 enjeux sur les recrutements. Vas-y, Arnaud. Non, non, vas-y, continue, je garde ma question pour après. Avec 2 enjeux sur les recrutements. Un, pouvoir réussir à faire en sorte, je parlais d'absorber la croissance future, donc les équipes puissent se densifier. Tu vois, on peut prendre des exemples très terre à terre. On a une équipe qui s'occupe de déployer nos clients, qui est l'équipe CSM, des chefs de projet qui travaillent avec des clients grands groupes où tu sais, sur des phases de déploiement, tu peux travailler sur 3, 6, 9 mois. Bon, cette équipe-là, si j'ai 2 fois plus de clients déployés, ils peuvent pas mécaniquement faire le travail au niveau de qualité qu'on demande. Ce serait une option, par exemple, de dégrader le niveau de qualité, c'est pas ce qu'on veut. Donc Tu augmentes ton churn. absolument, absolument. Donc pour garder le niveau d'accompagnement qu'on peut proposer aujourd'hui, mécaniquement, ça veut dire que je dois faire grandir mon équipe. À côté de ça, c'est aussi faire, venir des gens sur des compétences qu'on n'avait pas. Alors attends, juste sur cette partie-là, tu vois, Ouais, je te fais l'avocat du diable. Tu me dis si j'ai plus de clients, il faut que j'ai plus d'équipe support. ouais, Et si tu as plus de clients, tu as plus de chiffre d'affaires. Donc tu peux te les ouais, payer ton équipe support. ouais. Je pourrais sans doute me les payer à partir du moment où je les ai.
parce que j'aurai plus de chiffre d'affaires, il faut qu'ils me payent. Tu as parlé notamment aussi de paiement, alors je vais pas venir sur les délais de paiement dans les Non, grands mais groupes, mais tiens, entre le moment où tu commences à bosser avec eux et le moment où le tu payes, tu BFR, peux avoir des dettes là. voilà, Exactement, le BFR, exactement, c'est aussi une raison de lever. exactement. C'est ça, mais globalement, tout le monde finance que ça, hein. Quand on parle de, je vais financer ma croissance future, les gens enlèvent de l'argent. Moi, dans mon métier d'avant, je devais voir à peu près 300 BP par an. Il y avait 96 de ces BP qui étaient jamais tenus. Pour aussi décomplexer tous les gens qui nous écoutent sur le fait que les BP, c'est pas, contractuel, comme disent souvent les leveurs. C'est une tendance que tu donnes, c'est une direction que tu donnes. Bon, si tu C'est es une à 80. stratégie. C'est une Exactement, c'est une stratégie que tu donnes. stratégie. Exactement. Si tu es à 80 de ce truc-là, c'est déjà génial. Si tu es à 20, tu une autre forme de problème. Mais, c'est une direction que tu donnes. Ce BP-là, il signifie que tu es censé atteindre un certain nombre de milestones, en termes, d'activité, et toi, tu crois que tu vas pouvoir les atteindre avec une équipe qui est dimensionnée pour pouvoir les atteindre. Moi, si on prend l'exemple exactement que tu donnais de cette équipe chef de projet CSM qui déploie mes clients, si je me dis que je vais attendre de signer mes clients, qu'ils me payent pour les embaucher, Mmh. je vais planter la moitié des clients que je vais signer. Parce qu'en fait, je On vais va pas avoir les besoin de refaire. gens exactement, qui sont là, qui sont prêts à les déployer, qui sont formés pour les déployer. Donc, on passait déjà potentiellement 3 ou 6 mois chez moi, qu'on a réussi à onboarder, à préparer. Et donc là, tu vois, je suis en train de onboarder des gens aujourd'hui qui doivent être en capacité dans 6 mois de déployer mes clients que je vais signer sur les 6 prochains mois. Et si je dois attendre de signer ces clients-là et d'embaucher mes gens, pardon, les collaborateurs ou collaboratrices que je vais devoir embaucher à 6 mois, je vais devoir les trouver, je vais passer 3 mois à les identifier, 3 mois à ce qu'ils quittent l'entreprise dans laquelle ils sont pour les recevoir et 6 mois à les former. Je suis 12 mois plus tard. Ouais, ouais, non, mais là, du coup, c'est plus concret et on comprend de cette logique-là. Tu as dit tout à l'heure que vous alliez passer de 20 à 50 Ouais, et tu as levé 4,5 millions. Moi, je ouais, fais le calcul mathématique. Il y a un calcul que j'aime bien faire souvent et je le donne ouais, aux gens. Je sais pas je pense que tu le connais. Et moi, je le fais souvent. C'est quand une boîte me donne son chiffre d'affaires, ouais. je le divise Chiffre d'affaires par personne. par le nombre d'employés. Mm. Si ce chiffre-là, il est inférieur à 100 000 euros, c'est une boîte Mm. qui est dans le dur parce qu'en fait, un employé, moi, je considère que ça coûte 100 000 euros par an. C'est la moyenne, en fait. C'est une moyenne. Bah, c'est pas forcément tout le temps vrai, mais c'est une moyenne entre toutes les charges dont tu as parlé. Et si elle est à plus, bah, c'est une entreprise qui cartonne bien, quoi. Donc, comme pour moi, un employé, c'est 100 000 euros et que tu m'as dit que vous alliez être 50, 50 fois 100 000, ça fait 5 millions. Donc, tes 4 millions et demi, tu vas, alors, pas les grappiller en un an parce que tu fais du chiffre d'affaires aussi. J'imagine que vous Absolument, devez faire du chiffre, mais du coup, absolument. tu vas quand même les cramer assez vite. Là, vous allez passer de 20 à 50 euh, dans la culture, dans le changement de la boîte. Enfin, tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés qui grossissent fort comme toi, ils nous ont dit que c'était là les trucs les plus casse-gueule. Euh, du coup, ta stratégie de levée de fonds, elle est aussi corrélée à ça. C'était pas forcément ma question opérationnelle parce que, encore une fois, c'est pas l'objectif de 4, mais du coup, là, tu as une stratégie de levée de fonds qui est quand même assez court terme aussi pour la prochaine. Alors, les premières infos effectivement que je peux te partager qui vont te permettre de aussi, tempérer un petit peu tout ça, c'est que, sur les 9 premiers mois de l'année 2023, on est rentable, par exemple. Ça, c'est l'info que je partage, donc c'est Félicitations! cool. Merci J'ai pas beaucoup. Donc l'emoji là. J'ai envie de balancer l'emoji comme fé sur le Google Meet là. Putain, c'est cool ça. Ça donc c'est bien. effectivement. On va faire un short. Je dis à mon frère là, c'est mon frère qui fait short. Clément, tu fais un short que de ça là, que de ce qu'il a dit là. Faut le C'est dire, faut le dire. voilà, c'est une info qui est intéressante. Nous, à chaque fois qu'on lève de l'argent, le but du jeu, c'est de permettre avec ce montant-là, de ramener la boîte à la rentabilité. Trop bien. Et je te disais tout à l'heure que je voyais 300 BP par an. J'en avais 80% de ces BP-là qui racontaient exactement la même histoire. Peu importe le montant levé, si tu reçois en fait, et tu en reçois aujourd'hui en tant qu'investisseur, l'histoire que tu comptes en tant qu'entrepreneur, c'est bah, tu vas me donner ces 4,5 millions, tu vas voir, je vais l'amener à rentabilité avec tel niveau de chiffre d'affaires. Tu as dit des choses qui étaient vachement intéressantes dans ce que tu évoquais, Arnaud, notamment sur le calcul que tu faisais par personne. Il faut savoir que dans le SaaS B2B, ce que te disent des investisseurs un peu avertis, c'est que toi, tu parlais de 100 000 euros par an. C'est marrant, c'est exactement ce chiffre-là, mais du coup, pas exactement la même lecture que tu en faisais. On te dit que à 100 000 euros d'ARR par personne, tu fais partie des top boîtes. C'est-à-dire que globalement, on considère que tout le monde perd de l'argent, hein. Pour rappel, hein, Ouais. une boîte qui lève de l'argent, c'est une boîte qui perd de l'argent. Moi, je ne connais pas beaucoup de boîtes qui lèvent de l'argent et qui n'en perdent pas. C'est pour financer mécaniquement une perte.
Et en l'occurrence, on considère à 100 000 € d'ARR par tête de pie que tu fais partie plutôt des belles boîtes. Nous, on a l'ambition de faire mieux que ça, donc globalement, de réussir à générer plus d'ARR que 100 000 € par personne. Mais c'est un peu le niveau target. C'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, ça dédramatise. 100 000 €, tu fais partie du top des gens, quoi. Ouais, exactement. 100 000 € d'ARR, hein. Je parle bien D'ARR. sur des modèles SaaS, évidemment, avec des logiques, pour rappel, sur l'ARR, Annual Oui, Recurring oui. Revenue, les modèles d'abonnement. C'est effectivement 100 000 balles par personne. Ok. Et du coup, donc on parlait de ta stratégie de levée de fonds. Ouais, Donc là, du coup, tu es déjà en train de préparer la suivante. Tu sais que tu vas être rentable début sur les 9 premiers mois de 2023, que tu vas dégrader ta marge, donc tu vas avoir absolument, un time to be dead, tu vas avoir une absolument, échéance financière, mais que tu vas pouvoir ensuite moduler, le chiffre d'affaires il va monter aussi. Donc là, tu es déjà en absolument. train de faire ces prochains rendez-vous, j'imagine. Oui, alors, ce que j'ai pas précisé également et qui est peut-être une info qui est intéressante pour tout le monde, nous, ce tour-ci, ce qui n'était pas le cas des précédents, on a choisi de se faire accompagner par une banque d'affaires. Une des meilleures de la place parisienne, qui est super, que je peux nommer, qui s'appelle Chausson Finance, c'est Nomme-les, public. nommez-les. Les mecs Voilà, cool, il faut les nommer, il faut le dire à tout le voilà monde. et je Les le mecs qui dis, bossent bien, c'est il faut passer le mot. exactement, exactement et Chausson Finance, big up. Chausson Finance, absolument, qui bosse super bien, qui est hyper connu sur la place. Ça fait 25 ans qu'ils font ça, ils ont fait des tours incroyables et on a eu la chance de bosser avec les équipes de Chausson. Hem Chose finance, c'est des, super leveurs qui préparent effectivement à ce tour-ci, mais dans le tour qu'on vient de réaliser, j'ai rencontré pléthore d'investisseurs et comme on le dit souvent, hein, il y a une très grande majorité de ces gens-là qui n'ont pas voulu investir, pour rappel. Juste pour aussi faire redescendre tous les gens, c'est un exercice où je pense qu'il faut se préparer à ne prendre que des noms, tu vois? Et tu vas chercher que des noms pour finalement avoir un oui ou des oui. Dans notre cas, on a eu la chance d'avoir plusieurs oui, de pouvoir choisir parmi les oui qu'on avait eus. Mais globalement, je le redis, tu vas rencontrer nous, tu vois, des premiers meetings. Alors, on avait la chance d'avoir, beaucoup d'appétit en fait, de la part des fonds. C'est-à-dire que comme je le précisais un petit peu entre les lignes, on avait une croissance qui était super. On faisait un peu plus de 200 de croissance Ouais. year-on-year. Donc c'était cool sur des niveaux d'ARR qui commencent à être, tu vois, assez sympa. On parle en millions d'ARR là. Ouais, Donc, c'est sympa. tu vois, c'est cool. Donc on fait en fois 3 year-on-year et cetera. On a une croissance qui est sympa. Ça veut dire qu'on a la chance de pouvoir avoir des investisseurs géniaux qui sont intéressés par le truc. J'ai vu des investisseurs français, allemands, anglais, américains, des fonds géniaux, tu vois? Des fonds très importants, enfin, plusieurs milliards sous gestion, et cetera. J'ai fait, je sais pas, j'avais des semaines où je devais faire une douzaine de premiers meetings. Donc ça, c'est une vraie préparation, tu vois? Tu vas Ouais. répéter 3 ou 4 fois dans la même journée, exactement la même chose en français et en anglais. Puis c'est des meetings fatigants. À ton Ouais, niveau, c'est c'est des meetings fatigants. exactement. C'est des trucs où, très vite, on va chercher à rentrer dans des jeux qui consistent à, pour eux, identifier si tu rentres ou pas dans les cases. Toi, tu vas comprendre que c'est ça le but du game, et effectivement 3 ou 4 fois, sur une amplitude horaire qui va aller, de 8 heures jusqu'à 21 heures parce que tu es en fuseau horaire avec, les mecs qui sont à New York et tu pars à Insight à New York, par exemple, qui va dire: «Bah, c'est quoi tes métriques?» et tout. Incroyable, mais globalement, il faut être prêt à les recevoir et donc ça, je pense que ça se prépare, mais ça ancre aussi effectivement, comme tu le disais, ce que tu vas pouvoir faire dans le futur. Donc il y a des gens que j'ai vus là, qui sont pas les gens avec qui on a choisi d'avancer ou qui n'ont pas choisi d'avancer pour la majorité d'entre eux et qui seront peut-être ceux, qui choisiront d'avancer ou qu'on choisira de faire avancer dans le futur, tu vois? Et effectivement, tu entends beaucoup d'entrepreneurs et moi ça je le crois aussi beaucoup, tu vas lever de l'argent avec des gens qui te connaissent déjà en fait ou que tu connais déjà et ça peut être le cas dans un certain nombre d'hypothèses, tu vois? Je suis d'accord. Moi, ça, je l'entends, Et je l'entends très souvent et en fait, c'est tous les mecs que j'interviewe, s'il y a vraiment une constante, c'est ça, quoi. C'est que quand ouais, tu creuses un peu, derrière les articles de presse, en fait, Nazim et le mec de Side, eh ben, ils se mmh, sont rencontrés il y a 2 ans, à un repas, exactement d'un machin, par un pote et en fait et ils le suivaient déjà et et il y a pas de hasard, quoi. Mais et qui ça, c'est vraiment le réseau, je pense que enfin, c'est moi, ça, c'est pour moi, c'est le truc. Le exactement truc. et c'est un travail, hein, c'est un travail de l'entretenir, c'est un travail aussi de te mettre en condition de pouvoir, l'entretenir et cetera, donc réserver du temps, par exemple, pour ça. Moi, je considère,
c'est dans mon cas avec les déjeuners, je travaille beaucoup, mais globalement, le déjeuner, c'est un moment sur lequel, tu vois, tu peux te permettre d'avoir, ce genre de rencontre, d'échange que tu évoquais là. Parce qu'il y a aussi une histoire de confiance qui se crée, en fait. C'est aussi simple que ça. Nous, ce qui nous a fait choisir nos investisseurs avec Romain, c'est d'essayer d'avoir des gens constants. On aime beaucoup ça, tu vois? On essaie d'avoir des gens qui soient constants et cohérents et c'est le cas de Saïd, par exemple. Donc, je Mmh. disais gros big up à Chausson, gros big up à Saïd aussi. Bah oui, C'est gros des big up à Saïd. entrepreneurs, tu vois? Entre le moment où on a choisi d'avancer avec eux et jusqu'à aujourd'hui, donc les mecs ont fait un nouveau tour et cetera, il y a des trucs bien, il y a des trucs mal, comme chez tous les investisseurs, chez tous les gens avec qui tu bosses, avec qui tu bosses. Un truc que je trouve génial, c'est la constance qu'ils ont. Donc globalement, ce qu'ils nous disaient il y a 2 ans, quand on a commencé à travailler ensemble, c'est toujours ce qu'ils me disent aujourd'hui et ce Trop qu'ils bien. ont fait dans les 2 dernières années. Ça correspond à ce qu'ils m'avaient dit. Peut-être qu'il y a des choses qui m'ont pas plu, mais à la limite, c'était à moi de le savoir, tu vois? Parce que c'est constant avec ce qu'ils nous avaient annoncé. Et donc quand tu dis effectivement que c'est des gens que tu vas rencontrer 2 ans, 1 an, 6 mois auparavant, c'est parce qu'aussi tu vas commencer à créer une confiance mutuelle qui va te permettre, toi, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir t'assurer que c'est les gens avec qui tu as envie d'avancer et qu'eux, en tant qu'investisseurs, s'assurer que c'est des entrepreneurs avec lesquels ils veulent bosser, tu Très important ça. Qu'est-ce que, tu de tes investisseurs là aujourd'hui maintenant? T'attends quoi d'eux? Alors c'est intéressant ce que je vais j'ai un j'ai un mécanisme, naturel qui allait te répondre à, que tout ce que j'attends de ce qui va se passer dans les 2 prochaines années, c'est ce que moi je suis capable de faire, mais qui est très personnel, tu vois? Moi je vis l'entrepreneuriat Ah oui, tu te dis comme, oui. un truc, tu vois? J'attends ce que moi Ouais, je sais que je vais pouvoir e encaisser, réaliser, parce exactement. que tu comptes sur toi-même d'abord, enfin sur toi et ton E associé pour, e exactement et mais je considère c'est aussi tes associés maintenant les investisseurs, donc du coup, absolument, tu as ils raison. Tu as complètement raison, Arnaud. Mais tu vois, je même s'ils considère sont pas dedans, et c'est vrai qu'ils sont parce qu'il y a cette dissonance cognitive à chaque fois, moi je la comprends parce que malgré qu'ils aient mis 4,5 millions d'euros, ils sont pas opérationnellement day to day dans ta boîte. C'est pas ça le contrat. C'est pas de l'M&A, tu vois, c'est pas une fusion. Donc toi, tu es mécaniquement aux commandes. Mais du coup, tu dois bien forcément attendre quelque chose d'eux. ça, c'est sûr. Mais tu vois, je commençais pas et je te partage ça en toute transparence, c'est vraiment émotionnellement, c'est comme ça que j'ai perçu le truc. C'est d'abord en disant: «Je vois pas de quoi tu parles, Arnaud, c'est mon problème, en fait, que ça déroule les 2 prochains» et parce que je le vis comme tel et bon, il y a peut-être des gens qui le vivent autrement, mais j'ai la perception que c'est ton cas aussi. Moi, je suis dans une cage, il y a moi et la boîte et il faut qu'il y ait un gagnant, tu vois? Et je vais tout faire pour que ça gagne et moi, à titre personnel, je le vis comme un défi personnel de faire en sorte que ça fonctionne. Par Ouais, je contre, vois tu as très bien. raison, en fait, dans cette cage, petit à petit, il y a des gens qui te rejoignent et à la base, il y avait Romain et Nadim, les 2 cofondateurs de Clara et plus on avance, plus il y a des gens, il y a des équipes d'abord, tu vois? Les collaborateurs, les collaboratrices qui sont avec toi pour faire en sorte que ça avance, et il y a les investisseurs, comme tu disais, derrière pour moi les équipes, hein, c'est d'abord les équipes et ensuite les investisseurs, je le dis pas inopinément dans cet ordre-là. Ces investisseurs-là, c'est des gens effectivement qui sont censés nous aider à franchir ces étapes-là. Moi, je crois beaucoup qu'au-delà des fonds, qui choisissent d'investir chez toi, il y a une affaire de personnes aussi, tu vois? Il y a des super fonds chez qui je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins intéressants pour toi. Et donc nous, on a choisi aussi dans les fonds, donc en KA Ventures, par exemple, qui est le dernier fonds qui a l'idée l'opération à 4,5. Il y a un investisseur chez eux qui va suivre Clara, qui est un investisseur qui a déjà été au board de boîtes qui ont fait ce qu'on essaie de faire à une échelle, tu vois, qui était au bord de Talentsoft, par exemple, Donc c'est dans ça que notre tu attends d'eux et écosystème. c'est pour ça que tu l'as choisi. Voilà, parce que tu Exactement, sais que le mec, en fait, c'est comme si tu te payais un méga VP qui a déjà de l'expérience et qui a déjà fait ça, quoi. exactement, C'est ça que tu mets à ton board. exactement, Au-delà exactement, des quelques millions qu'ils t'ont donné, ils te donnent exactement. aussi, et ça c'est très intéressant, ils te donnent aussi les moyens parce qu'en fait, ce qui est, c'est pour ça que dans les fonds d'investissement, tu as aussi ces profils comme ça hors normes, parce que ces mecs-là se trouvent que c'est des Mmh, profils hors normes, qui montreront peut-être jamais de boîte, parce que absolument. c'est pas leur kiff, mais qui, quand tu les mets dans des startups comme les tiennes, ils font des trucs de dingue. Et en C'est fait, exactement le ça. fonds d'investissement, lui, il compte sur ces profils hors normes aussi pour faire en sorte que l'investissement, il fructifie, quoi. Absolument. Donc c'est ça, souvent, tu vois, on ramène un fonds d'investissement à quelque chose d'assez opaque. En fait, c'est une histoire de personnes, hein. C'est souvent la majorité des fonds français, il y a pas plus de 10 ou 15 personnes. Donc c'est même une petite entreprise, une toute petite entreprise, dans lesquelles tu vas créer un intitulé personnel assez fort avec les gens avec qui tu vas bosser et dans lequel le fait que la personne au-delà du fonds qui t'accompagne, elle puisse t'apporter de la valeur, c'est encore plus important pour moi que le fonds. C'est-à-dire je préfère bosser avec une Ouais, personne qui est, tu vois, qui a beaucoup de valeur par rapport à ce que je fais
dans un fonds, qu'on va considérer qui est pas tier one, par exemple, qu'avec un fonds de tier one dans lequel globalement je serai un dossier parmi tant d'autres et qui va pas forcément m'apporter de valeur. Je me souviens de discussions, tu vois, de partenaires dans des fonds Ouais, d'investissement qui étaient tellement aimés par les startups, qui avaient tellement un impact fort que ils savaient, le fonds d'investissement savait que si ce partenaire-là partait, euh, enfin, la plupart de son portefeuille ferait tout pour les dégager au prochain tour parce qu'il voulait rester avec ce absolument. partenaire-là, quoi. Et vraiment les gens étaient là pour ce partenaire parce que c'est lui qui apportait le plus de valeur, quoi. Ah ben tu vois un certain nombre de fonds d'investissement effectivement se remonter, avec des partenaires qui étaient, avec des associations de partenaires, je vais pas en nommer, mais c'est facilement identifiable, où les gens étaient effectivement dans des super gros fonds avant, dans des beaux fonds bien installés et où déjà on parlait que d'eux. C'est-à-dire que les gens te disaient même pas qu'ils ont levé avec tel fonds, ils te disaient: «J'ai levé avec telle personne». Pour prendre un exemple chez Kima, tu vois, on va te dire: «J'ai levé avec Jean». On va pas Ouais. te dire: «J'ai levé avec Kima, j'ai levé avec». Donc tu vois bien qu'en fait, la plus-value du fonds, c'est une histoire aussi de ces personnages qui sont capables d'apporter de la valeur. Nous, dans notre cas, encore une fois, on avait la chance d'avoir du coup, chez Anka Ventures, un partenaire et aujourd'hui qui est au board, qui avait déjà fait, Talentsoft, qui avait déjà été au board de Job Teaser, donc des boîtes dans lesquelles on avait une assimilation en termes d'écosystème, des RH Tech qui travaillaient auprès de grands groupes et qui avaient amené ces boîtes-là sur des niveaux sur lesquels on aspire à être, tu vois? Bah, ça Ça, c'est c'est bien super. aussi, tu vois, c'est que ça je trouve ça top. Tu vas chercher, en fait, on fait de l'innovation, pas sur tout, quoi. Exactement, Il faut pas exactement. innover sur tout. Et prends des mecs qui ont déjà fait ce que tu as fait sur les mêmes trucs. Putain, il y a c'est pépite, quoi. Tu as déjà Et les portes ouvertes, quoi. et tu vois, même dans des contextes pourris dans lesquels on est aujourd'hui, où globalement l'argent, c'est de plus en plus compliqué d'en trouver et cetera. Moi, je crois malgré ça, que c'est très important de pas lever avec n'importe qui, en fait. De l'argent, il y en a, mais en fait, l'argent, il a pas la même valeur chez tout le monde. Mmh. Et moi, je préfère lever moitié moins avec des gens qui vont m'apporter à côté beaucoup de sens, que 2 fois plus, avec des gens, encore une fois, qui vont pas être alignés, par exemple, en termes de valeurs, qui vont pas être alignés en termes de direction pour la boîte aussi. Il y a 2-3 moments, tu vois, dans le roadshow, dans lesquels il va falloir se dire les choses. En roadshow, c'est une opération de séduction, entre des gens qui ont une demande et des gens qui ont une offre. Donc des gens qui offrent de l'argent et des gens qui demandent de l'argent. Pour autant, je pense qu'il y a des moments, tu vois, c'est un peu comme je me suis marié l'année dernière, c'est un peu comme dans une relation, personnelle, avec ton mec, avec ta meuf, ce que tu veux. À un moment donné, il faut se dire les choses. Tu peux plus être que dans une relation, tu vois, de Non, tu fais séduction tout seul. et exactement, parce que le problème, c'est que si tu le fais pas, ces choses-là, ça va te revenir dans la gueule à un moment donné ou à un autre, tu vois? Si tu racontes, que tu vas faire, des choses qui soient pas en corrélation avec ce que tu aspires à faire ou ce que tu penses que tu vas faire, à un moment donné, tu vas te le prendre et tu vas avoir des boîtes qui coulent. Tu nommais tout à l'heure des exemples de boîtes qui se retrouvent en difficulté. Tu Mmh. vas avoir des boîtes où tu vois des fondateurs se faire sortir. Moi, dans ma vie d'avant, j'ai vu des trajectoires d'entreprise dans lesquelles, on disait aux fondateurs: «Écoute, c'était sympa», ou les fonds d'investissement disaient ça: «C'était sympa, mais tu nous as demandé de l'argent pour faire ça, tu l'as pas fait, bah, tu vas prendre la porte et puis on va continuer avec une autre équipe». Ouais, après, ouais, non, mais tu vois, je pense aussi que quand tu lèves de l'argent, faut que tu te poses la question, faut que tu sois prêt à entendre que peut-être un jour, tu seras peut-être plus la bonne personne parce que tu seras plus au niveau par rapport à là où vous en êtes. Ou peut-être que Ça, aussi, tu complètement vois, d'accord avec toi. Ça, c'est de sortir un peu de l'ego trip du fondateur et tout et moi, je me la pose souvent cette question franchement, de se dire: «Est-ce que» tu vois? Je recrute en ce moment des C-level, des gens à un niveau qui sont assez sympas et cetera et je me pose assez régulièrement l'idée de me dire: In fine, sur tel ou tel aspect, est-ce qu'il n'y a pas meilleur que moi? Et il y a c'est sans doute vrai d'ailleurs, dans à peu près partout, il y a meilleur que moi, ça c'est certain. La question, c'est souvent aussi, est-ce qu'il y a meilleur que moi pour la boîte aujourd'hui que je suis capable d'aller chercher? Donc tu mets tous ces conditionnalités-là, il y a peut-être un bien peu sûr. moins de personnes. Tu vois, il y a aussi, je pense beaucoup, l'idée de se dire: «Bah, je dois être, transparent avec des investisseurs ou avec des gens qui vont avoir vocation à me suivre pendant des mois ou des années». Parce que si je le suis pas, il y a un moment donné où l'opposition qu'on va avoir va générer, des frustrations, d'un côté ou de l'autre qui vont pas être bénéfiques, en fait, pour la boîte. C'est toujours Mmh. essayer de mettre la boîte au-dessus de tout ça, tu vois? Et moi, il y a un moment donné où on s'est dit aux investisseurs: «Tu vois, nous, on est là, on est capable de faire ça, on sait pas encore comment on va faire ça, on va bosser ensemble pour essayer de le faire et tu vas nous aider pour ça». Heu, mais globalement, tu vois, de déminer tout ce qui peut être déminé
et qui ne soient pas demain des sujets sur lesquels tu joues ta peau, par exemple. Même si je te rejoins, hein, tu n'es peut-être pas toujours la bonne personne, mais globalement, que tu puisses être malgré tout assez franc, tu vois, Mmh, en fonction de ce je que suis tu veux d'accord. faire. En parlant de franchise et d'honnêteté, tes amis, ta famille, ta femme, Mhm, je sais pas si tu as des mhm. enfants, alors ils sont peut-être un Pas peu jeunes encore. si tu en as. Hem, tu le C'est quoi ton niveau de transparence avec eux sur, ton business, tes métriques, tout, tu vois, sur ce qui t'arrive, toi? Parce que je sais ce que tu vis tous les jours, enfin, j'ai jamais monté une boîte à ton niveau, mais je vois très bien. Et toi, tu as quel niveau de transparence avec tout ce qui t'arrive? Alors, nous, avec Romain, on a passé les 6 premiers mois, un jour sur 2, à dire aux gens qui étaient autour de nous que potentiellement on allait rechercher du boulot dans 1 ou 2 semaines. Donc OK, globalement, tu vois, quand on est parti, on n'avait pas de difficulté à leur dire que c'était un énorme pari et que, bah, ça allait marcher et pas marcher et je le crois toujours, que ça aurait pu ne pas aussi bien fonctionner que ce qu'a sans doute aussi beaucoup mieux, mais voilà. Et que, c'est un pari qu'on fait et cetera. On est arrivé effectivement aujourd'hui à un niveau qui fait que, heureusement, je me pose globalement jamais plus cette question, parce que, comme tu disais, on a du chiffre d'affaires, on a du chiffre d'affaires récurrent, on a la chance de bosser pour des clients qui sont contents de bosser avec nous. On bosse pour Carrefour, on bosse pour Safran depuis des c'est années génial. et les gens, tu vois, sont contents de bosser avec nous, c'est trop cool, on crée de la valeur pour ces gens-là. Hem, donc relativement transparent sur tout ce qui peut nous arriver, les bons comme les mauvaises choses. Donc, est-ce que je vais réussir ou pas à faire ma levée? C'est difficile de la faire et cetera. Pour autant, dans mon cas, j'aime faire, une dissociation assez forte, en fait, entre ce que je vis, tu vois, au travail tous les jours. Donc, c'est encore une fois très personnel, mais moi, je suis au bureau tous les jours. Quand je fais pas de télétravail, par exemple, j'ai des équipes qui font du télétravail, j'ai aucun problème avec ça. Mais moi, j'en fais pas. Et je suis au travail tous les jours, globalement de 8 heures du matin jusqu'à 9 heures le soir, du lundi au vendredi, tous les jours. Je m'impose ce rythme-là, c'est un choix aussi, parce que j'ai l'impression, est-ce que c'est très psychologique ou c'est autre chose que ça, que dans ce cadre-là, je suis performant, tu vois? Et que c'est en répétant du coup ces efforts-là que je vais être performant. Un truc un peu de sportif, tu vois Ouais, aussi, je comprends, ouais. d'ailleurs. Si je rentre tous les soirs, à 10 heures le soir et que tous les soirs je parle avec ma femme du boulot, hein, mais si tous les soirs je parle avec ma femme du boulot, je vais péter une durite à un moment donné, tu vois? Donc j'ai besoin aussi de faire la part des choses entre, ce que je peux faire à l'extérieur. Donc j'ai tendance, par exemple, le week-end ou le soir à essayer de pas trop en parler, pour essayer de me réserver aussi des moments où je fais autre chose que ce truc-là. Pour autant, j'ai pas de problème, tu vois, à dire, j'ai des parents qui sont absolument pas, mon père est médecin, tu vois? Entrepreneuriat très, très loin. Si tu veux prendre des antipodes, mon Ah père oui, il est c'est clair. médecin, Les il a fait médecins, que de la médecine c'est des hospitalière. gentils Non mais entrepreneurs. En plus, je veux dire, hospitalier, il a même voilà, pas monté son cabinet, donc il a même pas de ah chiffre d'affaires à gérer, quoi. si tu veux, monter une boîte, il comprend pas, quoi. Lui, toute sa vie, ça a été de la fonction publique, son job, c'est de sauver des vies. Donc si tu veux, moi, ce que je fais par rapport au sens ou à l'impact de ce que tu peux faire, c'est un petit peu différent. Donc, je discute avec des gens qui sont aux antipodes de ce truc-là. Pour autant, je leur partage, de manière assez transparente ce qui peut nous arriver. Il me reste, 2 questions parce qu'on arrive à Oui. la fin. Le temps, il passe vite à chaque fois. Il faut que je fasse gaffe. Hem, Est-ce qu'il y a un truc que tu regrettes sur cette dernière levée de fonds? Une erreur que tu as faite et tu t'es dit: «Tiens, ça c'est un truc, ben, je veux bien le donner aux autres pour qu'ils évitent de le faire eux». Hem, Ce que je pense que j'ai regretté, c'est un peu comme, dans c'est une autre étape de la vie entrepreneuriale, donc en fait, ça ressemble à plein de choses que toi, tu viens en tant qu'entrepreneur, par ailleurs. Hem, c'est d'y être arrivé peut-être trop vite ou trop tôt. C'est-à-dire que c'est un moment dans lequel tu vas créer beaucoup de FOMO, donc au moment où tu vas te lancer dans un roadshow, tu vas t'imaginer avec des gens avec qui tu vas jamais faire affaire. Heu, par leur fait principalement, par ton fait aussi, parfois. Et donc c'est de pas perdre de vue que, ton objectif, c'est de réussir à boucler le tour, et donc de pas te croire arriver trop vite, tu vois, à échéance et que tant que l'argent n'est pas là, c'est pas fait. Tant que tu as pas signé un truc qui fait que l'argent va être là, c'est pas OK. fait. OK. Donc voilà, c'est, tu vois, de pas se croire arriver trop tôt ou trop vite, Ouais. dans la clôture de ce tour-là. Tu as fini ton tour quand tu as l'argent sur le compte en banque. Exactement, pas avant. OK. Ça, c'est un bon conseil. Et du coup, enfin ça c'est OK. Et du coup, le conseil que tu devrais donner à quelqu'un qui s'apprête à lever des fonds, l'unique conseil, ce serait quoi? Le De mec, il se super dit: «Je pars en roadshow là». Ouais, de super bien s'entourer. En fait, c'est quelque chose, que tu veux nous, tu vois, dans notre cas,
Donc super bien entouré, c'est vraiment le conseil. Nous, dans notre cas, on est 2 cofondateurs. Mais c'est quand même une histoire qui est très personnelle. Donc on avait décidé, nous, que ce soit Nazim, c'était Nazim qui allait faire le truc. Donc c'était Nazim qui faisait les 12 meetings par semaine. Romain, évidemment, était important. Il a participé aux meetings parce que des investisseurs, ils vont vouloir voir l'équipe dirigeante et à qui ils ont affaire, évidemment. Mais c'est Nazim qui allait prendre la sauce sur ce sujet-là. Mais en fait, contrairement à ce que tu peux penser, c'est pas qu'une affaire personnelle, en fait. Ton cofondateur, il peut t'aider là-dedans, il peut te challenger, il Il peut doit. t'aider à débriefer, à briefer, tu vois, des échanges et donc de pas hésiter aussi de faire en sorte que, tu sois entouré dans ce truc-là. Nous, tu vois, on avait un leveur, on avait des avocats conseils qui sont importants là-dedans. Donc OK. de choisir aussi des gens autour de toi qui vont pouvoir maximiser, le fait que ça va se faire, tu vois? OK. Super conseil. Merci beaucoup Nazim. On arrive à la fin, je suis obligé Un de couper plaisir, parce que Arnaud. sinon après tu as ton rendez-vous, on Il y va a pas pas de tenir le problème. délai, je suis désolé à tout le monde. Si vous avez d'autres questions que vous voulez poser à Nazim, il se fera un plaisir d'y répondre sur LinkedIn, sur YouTube. Je trouverai un moyen en tout cas de le faire répondre, ne vous inquiétez pas, posez vos questions. Merci encore Nazim pour tous ces conseils Avec et plaisir, merci à Arnaud. tous et à toutes pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Ciao À Nazim. très bientôt. Ciao, ciao, Arnaud.